Bonjour Amélie, comment vas-tu? Bonjour Laura, bah écoute, ça va très bien, je te remercie. Je suis contente que tu sois là. On va parler de la sophrologie pour, les mamas, les femmes enceintes, en postpartum, pour l'accouchement, tout ça principalement. Est-ce que tu peux, te présenter un petit peu ton parcours? Je sais que tu es aussi maman de 2 enfants. Si tu peux nous dire aussi si tu as utilisé la sophrologie, pour tes accouchements, pour, ta grossesse et ton parcours, il me semble que tu as fait une reconversion, donc Oui, j'aimerais tout bien en à savoir fait. plus. Alors écoute, du coup, je vais commencer par mon parcours de maman, hein. Donc en fait, moi, j'ai 36 ans et je suis maman de 2 enfants. J'ai une fille qui a 4 ans et demi, et un fils qui a 16 mois. Voilà. Hem Et du coup, j'ai connu en fait la sophrologie. Je ne connaissais absolument pas, hein, avant d'avoir mes enfants. J'ai connu la sophrologie, en 2018 quand j'étais enceinte de ma fille, par une amie qui m'a en fait expliqué qu'elle en faisait pendant sa grossesse. Et déjà à l'époque, moi j'avais un peu, cette envie, d'accoucher de manière naturelle, sans trop savoir pourquoi en fait. J'avais pas vraiment d'explication, mais j'avais cette envie, ce désir. Pour moi, c'était évident que, on pouvait accoucher, tout naturellement, sans trop de médicalisation. J'ai très peur des aiguilles, donc j'avais pas envie de péridurale, voilà. Donc je cherchais aussi des méthodes pour, m'accompagner dans cet accouchement naturel. Et donc comme on avait parlé de la sophro avec cette amie, j'ai vu une sophrologue de mon 5e mois de grossesse jusqu'à la fin, 9e mois, pour me préparer donc à cet accouchement, sans péridurale. Et puis, donc c'est là que j'ai découvert la sophrologie. Et pour ma deuxième grossesse, pour mon fils, entre-temps, je me suis formée en tant que sophrologue, puisqu'avant j'étais journaliste pendant plus de 12 ans à la radio. Et voilà, là, après le confinement, une matrescence, il y a eu beaucoup de chamboulements, donc j'ai eu envie de me reconvertir. J'ai fait ma formation de sophrologue, j'ai eu évidemment mon diplôme, ma certification professionnelle, et je me suis formée aussi, comme toi, à l'hypnonaissance, la méthode Mongan. Formidable méthode évidemment pour accoucher. Et là aussi, c'est une amie qui m'en avait parlé, qui elle avait eu un premier accouchement très très compliqué avec une péridurale qui n'avait pas fonctionné. Et donc pour son deuxième, elle était partie sur voilà, cette méthode d'hypnonaissance. Elle m'a mis ce fameux livre entre les mains, et là, ça a été un peu une révélation, ce livre pour moi. Donc je me suis également formée quand j'étais enceinte de mon fils, à cette méthode hypnonaissance, pour pouvoir accompagner ensuite les mamans au mieux en fait avec la sophrologie et l'hypnonaissance. Et j'ai utilisé bien sûr les deux pour l'accouchement de mon fils, qui a été express du coup, parce que ça a duré 3 heures et demie. Voilà, donc ça a été très très Waouh! vite. Voilà, et donc le parcours, c'est celui-ci, donc une reconversion professionnelle, entremêlée de cette vie de maman et cette vie de famille qui se construit. Voilà. Ouais, super. Pour ta fille, donc tu as utilisé la sophrologie et ton fils la sophrologie et l'hypnonaissance. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, ce que tu as fait et la différence que tu dirais pour les 2? Alors pour ma fille, donc j'avais, donc des séances avec une sophrologue, ici au Havre où je vis, en Normandie. On se voyait tous les 15 jours, 3 semaines à peu près, ce qui est la moyenne normale, hein, moi pour mes clientes, c'est, la même chose. Et à chaque séance, évidemment, on faisait des exercices que moi je refaisais à la maison. Alors, j'étais pas très très assidue au début, je dois le dire, mais plus j'avançais dans la grossesse et plus je sentais que j'avais besoin en fait de pratiquer ces exercices, donc essentiellement de respiration, mais aussi en sophrologie, on travaille beaucoup aussi sur la confiance en soi, sur vraiment imprimer des messages dans le mental, dans le cerveau, des messages positifs, bien sûr, c'est de l'autosuggestion. Donc moi, je reprenais souvent ces petits messages, ces petits mantras que j'avais pendant mes séances de sophrologie. Et dans ma journée, tout simplement, quand j'allais me promener, je me répétais ces phrases, ou je repensais à des exercices en me disant je vais les refaire ce soir, etc. Et en fait, ça m'a vraiment donné confiance. J'étais, comme je te disais, j'étais pas très inquiète sur le fait que je puisse accoucher naturellement. Pour moi, c'était un peu une évidence. Mais ça a boosté un peu plus ma confiance d'avoir ce rendez-vous, voilà, tous les 15 jours, 3 semaines avec cette professionnelle.
Et puis surtout aussi, ça me connectait encore plus à mon bébé. Parce que bon, c'était une première grossesse, donc comme beaucoup de femmes, j'étais très connectée pour la première grossesse à mon bébé. Mais là, c'était vraiment ce moment spécial pour nous deux, en fait. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Et puis à côté de ça, bah, j'avais beaucoup de lectures, de témoignages audio, ce genre de choses. Et alors, tu me posais la question pour la deuxième grossesse, là, un peu la différence. Alors, la différence, c'est qu'entre-temps, bah, je me suis formée en tant que sophrologue et à l'hypnonaissance, donc j'avais beaucoup plus d'outils à ma disposition qui Mmh. étaient rentrés dans mon quotidien d'une certaine façon, donc c'était un peu plus facile, évidemment. Par contre, cette deuxième grossesse, elle est passée beaucoup plus vite parce que bah, déjà, c'était une deuxième, j'avais déjà ma fille qui avait 3 ans et quelques à gérer, plus je lançais mon activité de sophrologue, donc ça a fait beaucoup de changements en fait sur cette deuxième grossesse. Et comme beaucoup de mamans, j'ai eu ce sentiment pendant ma deuxième grossesse d'avoir moins de temps justement pour ce bébé, moins de temps pour moi aussi évidemment pendant cette deuxième grossesse, tout va un peu plus vite, hein, même si on ne change pas de boulot, mais voilà, quand c'est le deuxième, tout va un petit peu plus vite. Et puis on a quand même un peu moins cet émerveillement parce qu'évidemment on ne découvre pas, même si chaque grossesse est différente, bah, voilà, il y a quand même cette différence par rapport à la première de bah, tu t'émerveilles un petit peu moins du petit coup de pied, du truc, du machin, parce que bah, tu connais quand même déjà. Mmh. Et du coup, comme j'ai fait ma formation d'hypnonaissance pendant cette grossesse, j'étais vraiment dans le bain. euh, des exercices, des pratiques d'hypnose, de respiration, etc. Donc là aussi, c'était un peu dans mon quotidien, en fait, d'une certaine façon. Et le jour de l'accouchement, eh bien, je l'ai beaucoup utilisé parce que on n'avait pas de moyens de garde, en fait, pour notre fille. En fait, pour faire court, l'accouchement était prévu aux alentours du 24-25 mai. Et à partir du 5 mai, on avait prévu des tours de garde en fait, de notre famille pour venir garder notre fille aînée si jamais on devait partir à la maternité. Sachant que nous n'avons pas de famille là où nous vivons en Normandie, donc il fallait faire venir les gens de Paris. Enfin, il y Mmh. avait 2-3 heures de route à chaque fois, donc on avait un petit planning bien précis sur quasiment tout le mois de mai. Sauf qu'en fait, eh bien, mon fils, il a pointé le bout de son nez avant ce planning bien organisé. C'est-à-dire qu'on avait des gens prévus à la maison à partir du 5 mai, donc pour une date de terme prévue autour du 24-25. Non, à partir du 8 mai. Et il est né le 5. Donc le 5 mai, c'était un petit peu la panique à la maison quand j'ai perdu les os. Il a fallu mettre en place justement des exercices parce que je sentais que ça allait très très vite. Et à ce moment-là, on avait le tonton qui venait de Paris et avait 2 heures de route à faire. Donc il fallait que je tienne pendant 2 heures. Parce que je savais que si je commençais à me lever chez moi, à faire des mouvements, ce qu'on conseille beaucoup évidemment pour des naissances physio, si je commençais à faire ça, j'allais accoucher chez moi. Et pour le coup, c'était pas forcément le projet. Donc pendant 2 heures, je suis restée assez allongée. J'ai écouté beaucoup de musique relaxante, beaucoup de scénarios d'hypnose. J'étais vraiment dans ma bulle chez moi pendant ces 2 heures, le temps que le tonton arrive. Et quand il est arrivé, après, on est parti à la maternité et j'ai accouché dans la foulée. Donc ça m'a servi pour temporiser, tu vois, sur ce deuxième Mmh. accouchement, d'une certaine façon. Et dans les deux cas, euh, bah, tout ça m'a servi vraiment sur la confiance. Vraiment Mmh. avoir confiance en moi, en mes capacités, ne pas paniquer. C'était surtout ça et c'est ce que j'ai à cœur, moi, de transmettre aujourd'hui, justement, tu vois, aux mamas que j'accompagne, en fait. Parce que c'est primordial. Ah ouais, ouais, c'est sûr, parce qu'il y a toute la connaissance, mais il y a aussi cette confiance en soi qui est tellement importante. On peut tout savoir sur la naissance si on n'a pas confiance en ses capacités. Ça joue beaucoup parce que le subconscient, le mental, c'est lui qui revient au grand galop dans ces moments-là de vulnérabilité. Donc c'est vrai Exactement. que c'est bien de travailler là-dessus. Moi, tu vois, je connaissais pas du tout la sophrologie pendant ma grossesse, mais comme toi, donc je me suis formée à l'hypnonaissance pendant ma grossesse. Et en fait, c'est toutes ces méthodes de respiration, je me suis dit, mais en fait, c'est de la sophrologie, ça. Et tu vois, c'est marrant que tu t'es formée à l'hypnonaissance par-dessus la sophro, parce que ça se retrouve quand même vachement Ouais. là-dessus, quoi. Oui, complètement. Bah, en fait, c'est vrai que toutes ces méthodes,
tu vois, ces méthodes douces qu'on appelle médecine douce, alternative, complémentaire, on donne un peu le nom qu'on veut. Bah, évidemment, elles utilisent toutes les mêmes techniques, hein. Il n'y a pas non plus de recette miracle. Quand on fait du yoga, ce sont des respirations inspirées, voilà, du yoga, de méthodes zen. Aussi en sophrologie, on a beaucoup d'inspiration du bouddhisme. À la fois, on a ces inspirations orientales et aussi des inspirations un peu plus occidentales. On utilise la méthode Coué, tout ce qui est autosuggestion positive, tout ce qui est relaxation progressive. Voilà, la sophro, c'est un beau mélange entre les deux. C'est pour ça que moi, j'apprécie particulièrement cette méthode. Et en plus, je trouve qu'elle est particulièrement adaptée aux femmes enceintes, Mmh. parce que bah, la sophrologie, c'est la connaissance de soi, la connaissance de son corps, de ses capacités. Et évidemment qu'on a besoin de ça quand on est enceinte. Mais tu as raison, hein, les respirations, ce sont toutes les mêmes. On retrouve voilà, en hypnose, en sophro, en hypnonaissance évidemment. C'est la même base en fait, bien sûr. Mm. Mmh. Et c'est pour ça, toi, tu as eu envie de te focaliser sur les femmes enceintes? Tu as trouvé que c'était vraiment l'endroit, le moment de la vie où c'était le plus adapté, pourquoi? Ou alors tu aimes? Moi, j'adore les femmes enceintes, j'aimerais qu'elles puissent toutes, vivre un super bel accouchement. C'est ça. Mais qu'est-ce qui te pourquoi toi, tu as décidé? Et ben, en fait, c'est un peu comme toi. C'est-à-dire qu'après avoir eu ces deux expériences magnifiques, en fait, et même surtout pour mon premier. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu un premier accouchement assez rapide pour un premier. Ça a duré 6 heures à peu près. Je le dis sans douleur. Parce que je m'étais préparée, enfin, j'ai pas souffert pour mon accouchement, alors que tout le monde autour de moi me disait: «Mais tu vas voir, c'est horrible, ça fait mal, mais oui, bien sûr, la péridurale, tu vas la prendre, c'est évident, attends d'avoir ta première contraction». Enfin, bon, j'étais pas très, très, encouragée dans mon projet de naissance, à l'époque, à part une personne qui m'a dit: «Heu, mais bien sûr, tu vas y arriver, je te connais, tu vas y arriver». Il y en a qu'une seule sur, voilà, tout l'entourage qu'on peut avoir autour de soi. Et du coup, je me suis dit, et puis j'avais aussi, tu sais, ces récits de toutes mes copines autour de moi qui avaient un premier accouchement compliqué, voire catastrophique, et qui pour le deuxième mettaient en place des choses différentes parce qu'elles ne voulaient pas revivre ça. Et je me suis dit: «Mais pourquoi en fait pour le premier on pourrait pas avoir ce qu'on a pour un deuxième?» Bah, moi c'est ce que j'ai vécu, donc bah, j'ai envie de transmettre ça, aux femmes et de leur dire, «Mais oui, pour un premier c'est possible. Un premier c'est pas forcément long, c'est pas forcément ultra douloureux, c'est pas forcément, compliqué, traumatisant». Enfin, voilà, donc j'avais vraiment à cœur de transmettre ça, parce que, déjà je l'avais vécu et que je voyais pas pourquoi en fait, tout le monde pourrait pas avoir ça quoi, Mmh. tout simplement. C'est clair. Et Mmh. puis, comme je te le disais juste avant, bah, je trouvais que la sophro, c'était vraiment bien adapté aux femmes enceintes. J'ai suivi d'autres personnes pour d'autres accompagnements liés à des addictions, ce genre de choses, au début de mon activité. Mais vraiment toujours, ça me ramenait à la maternité. Alors, il y a peut-être aussi le fait que, bah, je suis en plein là-dedans aussi puisque, bah, mes enfants, Mmh. ils sont petits. Donc il y a cette matrescence, il y a ce postpartum qui est en cours puisque mon fils, là, il a 16 mois. Donc évidemment que je baigne un petit peu là-dedans. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, et surtout le lien, si tu veux, que j'ai avec les sophromamas que j'accompagne. Pas toutes, hein, parce qu'on peut pas créer le même lien avec tout le monde, mais en général, on est quand même assez proches, et encore plus avec l'hypnonaissance. Parce que l'hypnonaissance, je trouve, on rentre encore plus dans l'intime du couple, et du coup, on a un lien que je n'ai pas avec, parce que j'ai quand même deux trois autres clientes qui sont toutes des femmes, mais qui sont pas du tout dans cette problématique de maternité, mais j'ai pas le même lien avec elles Mmh. qu'avec mes sophromamas. Ouais, oui, c'est vrai que les on dirait que les femmes enceintes, déjà, on sait au niveau physique, elles sont plus réceptives, tu vois, à l'ostéopathie et des choses comme ça. Ouais. Et je pense que là-dedans aussi, puis c'est quand même un moment, intime, en fait, et on entre dans ce moment de leur vie. Et donc, tu as plutôt des premiers bébés alors? Ou, des mamans qui viennent justement après un 2e accouchement, qui a été peut-être compliqué? C'est quoi la plupart, des Alors, femmes? j'ai un peu de tout, honnêtement. J'ai eu beaucoup de premiers bébés, oui, mais j'ai eu,
par exemple, je pense à Mélodie qui, elle, c'était son troisième, par exemple. Voilà, j'ai eu aussi, je pense à Emmanuelle, alors elle, je l'ai pas suivie pendant plusieurs séances, mais elle a fait des ateliers collectifs avec moi. Elle, elle était enceinte de jumelles, elle vient d'accoucher là et Mmh. c'était, alors attends, il me semble qu'elle avait déjà 3 enfants à la maison et du coup, c'était 4 et 5 avec les jumelles. Voilà, donc non, pas forcément, et il y a une femme aussi que j'aime beaucoup, Maëlys, que j'ai retrouvée. Je l'avais accompagnée, quand elle était maman. Elle était déjà maman d'un petit, d'1 an et demi et elle du coup, elle m'a contactée quand elle était enceinte de sa fille et pour le coup, elle avait eu un accouchement très, très compliqué, très médicalisé la première fois. Voilà et puis non, il y a un petit peu de tout. Pas mal de premiers bébés, c'est vrai, cette année, mais quand même, un petit peu de tout et puis Un peu de j'accompagne ça. aussi les femmes qui sont, tu sais, en parcours PMA, en projet bébé, heu, parce qu'évidemment, c'est aussi, on a aussi besoin de confiance et de bonnes ondes et à ce moment-là, du parcours de la maternité. Ouais, c'est vrai que ça peut être assez lourd, assez long et puis, quand les difficultés à concevoir, ça peut vraiment, le mental, peut, en prendre un coup énorme sur la confiance, on se dit son corps et tout, alors que enfin, des fois, il y a peut-être juste des blocages, j'imagine, juste que tu arrives à débloquer ou Ouais. mais, tu vois, quand tu parles aussi des que tu es l'exemple et moi aussi, par exemple, hein, un premier bébé n'est pas obligé d'être compliqué. Après moi, il était entre guillemets «long». Après, qu'est-ce que ça veut dire long? Mais, enfin, ça a pris toute la nuit, on va dire, quoi, hein. Hem, on a dans sa tête, tu vois? Un premier bébé, ça va être compliqué, ça va être long et c'est ça qu'en fait, faut, que j'imagine avec la sophro, tu arrives à je sais pas le type de script ou si aussi c'est des scripts comme en hypnonaissance où tu vas essayer de travailler sur ces zones-là, j'imagine? Oui, alors ça dépend vraiment de, où en est la maman, en fait. Si la maman bon, généralement, quand on vient sur des méthodes comme ça, quand on est enceinte, on est quand même évidemment plutôt, réceptive, ouverte à ce genre de choses. Mais il y a des choses un peu à déconstruire, tu as raison, parce que même si souvent, les femmes que j'accompagne, elles sont plutôt là-dedans, tu as quand même, comment dire? Ce qui a été imprimé pendant des années, de manière Mmh. inconsciente par la société, nos références, culturelles, religieuses et cetera. Et on prend le truc de base, hein: «Tu accoucheras dans la douleur», en fait. C'est cette phrase de base qu'on a toutes, je pense, entendue quand même une fois dans notre vie, et en fait, mine de rien, cette phrase, elle s'imprime dans le cerveau. Donc même si on sait qu'on a envie et que ça peut ne pas être douloureux, il faut, reprogrammer son cerveau pour se dire: «Bah oui, en fait, ça peut être aussi positif, agréable, orgasmique pour Mmh. certaines femmes, en fait, hein, il faut le dire Mmh. aussi». Donc oui, on travaille en sophrologie avec des visualisations comme en hypnonaissance. En fait, ce sont les mêmes bases, hein, c'est un peu aussi de l'hypnose, bien sûr. On fait des visualisations où alors, on se transporte dans des endroits ressources, en fonction des personnes. On peut aussi évidemment travailler sur quelque chose de particulier. Je pense à une de mes sophro-mamas qui, elle avait une problématique par rapport au périnée. Elle avait vraiment très, très peur de la douleur du passage du bébé, par rapport à son périnée parce qu'elle souffrait de vaginisme, en fait. Donc forcément, elle, elle souhaitait la péridurale, OK, pas de problème, mais elle avait quand même peur de cette douleur. Donc on a travaillé de manière spécifique les visualisations en séance autour de ça, tu vois? Mmh. Vraiment on est sur du cas par cas, en fonction de ce que me disent les mamans à la première séance, enfin les futures mamans à la première séance et de leurs problématiques. Quand on a eu un accouchement très difficile, voire traumatique pour un premier, avant de pouvoir envisager le deuxième de manière apaisée, sereine, il faut non pas effacer le premier, mais tourner la page d'une certaine façon et parfois faire le deuil, oui, de l'expérience qu'on n'a pas eue, en fait. Donc je dis toujours, ça ne veut pas dire qu'on efface évidemment le premier accouchement ou parce que ça reste la naissance de votre premier enfant, mais il faut faire ce travail de: «OK, on ferme le chapitre»
Et ça se fait grâce à des visualisations, bien sûr, grâce à des en sophrologie, on a des exercices, tu sais, qu'on appelle de relaxation dynamique. Donc c'est des petits mouvements d'épaules, de bras associés à de la respiration, associés à des petits mantras et cetera, qui préparent à la visualisation à la fin de la séance où là, on travaille évidemment sur, la profondeur, en fait. Ouais, c'est vachement intéressant. Ça, c'est, un truc, je suis vraiment d'accord et c'est quelque chose que je propose aussi. C'est vraiment après moi, dans l'approche plus, mentale, enfin mentale, tu vois, c'est le débrief accouchement. Qu'est-ce qui s'est passé? Mmh. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pour comment éviter? Donc là, moi, c'est plus sur le terre à terre, tu vois, de ce qui s'est passé et c'est vrai qu'en complément avec toi qui viendrait donc après travailler ça dans le donc là, vraiment dans le mental, derrière, qu'est-ce qu'il y a vraiment? C'est vachement, intéressant, Moi aussi, je suis persuadée qu'il y a des pour un accouchement qui s'est pas bien passé, oui, on veut quelque chose de différent pour, la prochaine fois, mais il y a beaucoup de travail, à faire en amont et des fois, ça peut même être des choses qui bloquent une prochaine Oui. grossesse. Donc qu'est-ce que tu disais, tu parlais des tu es aussi vers, la conception, donc PMA. Est-ce que tu es aussi dans des avec des couples qui essaient de concevoir un bébé et que c'est peut-être pas encore dans le parcours PMA et est-ce que tu arrives à les accompagner aussi, là-dedans? Oui, alors les femmes qui viennent me voir, qui sont en parcours PMA, bon, souvent il y a le stress, l'angoisse du parcours en lui-même parce que c'est quand même très lourd. Hem, il peut y avoir aussi limite des phobies de l'hôpital en fait, parce qu'à chaque fois il faut aller à l'hôpital pour le rendez-vous, c'est pas très glamour, hein, c'est pas comme ça qu'on imaginait Mmh. concevoir son bébé. Donc voilà, il y a beaucoup de stress et d'angoisse par rapport à ça. Je me souviens, une de mes clientes, cette année, enfin l'année passée, qui à chaque fois qu'elle arrivait sur le parking de l'hôpital pour son rendez-vous, bah, dans sa voiture, elle se faisait un petit exercice de sophro parce que ça la stressait. Elle sentait le stress monter, monter, monter et donc elle avait besoin de redescendre. Donc elle utilisait les exercices à ce moment-là, puis elle sortait de sa voiture et elle allait à son rendez-vous et ça allait un peu mieux. Donc déjà, ça sert à ça. Ça sert aussi, à repositiver le projet bébé parce que quand on est dans un parcours PMA, souvent on essaye depuis longtemps, parfois plusieurs années. Donc on est découragé, c'est normal. On peut perdre de vue le côté fun aussi de concevoir un bébé parce que bah normalement c'est quand même sympa, on a des relations sexuelles assez souvent, c'est quand même censé être chouette en fait de concevoir un bébé, mais quand on est dans le parcours PMA, bah, tout ce protocole médical pèse beaucoup et prend le dessus. Donc je les encourage toujours à repositiver ce projet, à se rappeler pourquoi elles veulent un bébé, à en parler avec leur conjoint, se remémorer éventuellement le moment même où ils se sont dit: «Eh tiens chérie, si on faisait un bébé?» Même si c'était il y a 2 3 ans, se reconnecter à ce moment de joie. On s'est dit qu'on allait faire un bébé parce qu'on veut créer une famille, et cetera, et cetera. C'est très important de se reconnecter à ces moments-là quand on est dans des parcours PMA. Et puis évidemment, il faut pouvoir aussi, travailler, enfin gérer, bah, la déception si ça ne fonctionne pas, pour pouvoir rebondir et justement garder un état d'esprit, bah, positif parce que le positif attire le positif, et c'est vrai que quand on est dans un état d'esprit défaitiste, je pense qu'on a tous expérimenté ça une fois dans notre vie. Quand on est dans un état d'esprit défaitiste en permanence, bah, on attire que des mauvaises rencontres ou des mauvaises, comment dire? Des mauvais moments, tu vois? Alors que si on est dans du positif, bah, on a plus d'opportunités qui nous correspondent, enfin, voilà et c'est exactement pareil aussi dans un projet bébé. Alors je sais que c'est très compliqué Ouais. de lâcher prise, de garder ce cap et cetera, mais du coup, c'est mon travail aussi, c'est de pouvoir les remettre sur ce chemin-là, tu vois? Quand ils dévient un peu parce que, oh là là, évidemment, c'est lourd, c'est compliqué, on en a marre, on revient sur ce chemin de en fait, c'est cool, vous êtes en train d'essayer de faire un bébé et c'est super chouette, quoi. Il faut Mmh. penser à ça. C'est garder cet état d'esprit-là. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est vrai que ça doit être très, très compliqué, de se tu vois, de se poser et de se dire, «Là, la vibration que j'envoie, elle va pas m'apporter, ce que j'ai besoin». Mais ça doit être, ouais, des moments lourds quand même, quoi. Ouais et tu vois, tu parlais des blocages aussi juste avant.
Souvent aussi, j'ai des clientes, quand je leur envoie le parcours, en fait, par mail avec le détail de ce qu'on va faire, chaque séance. Parfois, elles voient des séances avec des intitulés, elles se disent: «Bah, tiens, pourquoi elle veut me faire travailler ça? En fait, je comprends pas trop». Elles font la séance, sont un peu sceptiques, mais souvent, une semaine ou 2 après quand elles reviennent, elles me disent: «Ah oui, non mais en fait, en effet, il fallait que je travaille ça. En effet, il y avait un blocage là, mais je me rendais pas vraiment compte. Mais après la séance, j'ai cheminé et je me suis Mmh. rendu compte que c'était utile». Ça, souvent, ça arrive. Et puis quand il y a des blocages beaucoup plus profonds et ben, moi, je renvoie toujours vers, un ou une psychologue. Quand on sent que parce que ça, c'est pas mon métier à moi, hein, mais quand je sens qu'il y a besoin, je renvoie toujours, ouais, vers un ou une Ouais, psychologue. c'est Alors bien. soit de la maternité, parce qu'il y en a dans les maternités, il faut le savoir, hein, tout le monde n'est pas au courant, qu'il y a des psys accessibles dans les maternités, gratuitement, hein, quand c'est l'hôpital public. Il suffit de prendre rendez-vous. Moi, j'avais fait ça d'ailleurs pour ma première grossesse. Donc ça peut être, voilà, prendre ne serait-ce qu'un rendez-vous avec, la psy de la maternité, voilà, c'est dans le parcours maternité remboursé par la sécu et du coup, ça peut aider à lever des blocages aussi. Mmh. Ouais, c'est bien, c'est bon à savoir. Et justement, en parlant d'une séance, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de comment ça se passe? Si tu en prends une type, je sais qu'elles sont toutes différentes. Si tu t'en choisis une qui te plaît, particulièrement, comment ça se passe? Les cartes pratiques de l'accouchement arrivent sur Ulule le 1er mars. Inscrivez-vous en description pour bénéficier du tarif Early Bird. Alors, bah, ça se passe toujours de la même façon, en fait. C'est-à-dire que la première séance de rencontre, elle dure 1 heure et demie. C'est assez long parce que, bah, il faut apprendre à se connaître. Donc la première séance, c'est beaucoup de questions, en fait, beaucoup d'échanges avec la future maman, pour comprendre le contexte de la grossesse, savoir si on a eu d'autres avant, enfin, voilà, essayer vraiment de comprendre tout ça. Évidemment, voir comment elle vit sa grossesse actuellement, comment elle est suivie pour, savoir si, voilà, elle est suivie par d'autres professionnels et cetera. Savoir s'il y a des douleurs spécifiques. Alors ça, je le demande à chaque séance puisque ça évolue beaucoup évidemment, quand on est enceinte. À chaque début de séance, je demande si, voilà, il y a des douleurs spécifiques pour adapter les exercices en fonction de la fatigue et de la douleur, ou des douleurs des mamans. Pendant la première séance aussi, beaucoup de questions sur, ce qu'elles aiment ou ce qu'elles n'aiment pas. Et ça, en fait, pour moi, ce sont des ressources qui me permettent d'alimenter mes séances et de faire des exercices personnalisés. Par exemple, si tu viens me voir en séance et que tu me dis que tu as le vertige, je ne vais pas te faire une visualisation où on part en montgolfière, ou voilà, où on voyage dans l'espace ou des trucs comme ça. Il faut quand même que ce soit adapté, personnalisé. Si tu me dis que tu adores les plages de Thaïlande, et ben, je t'emmènerai en visualisation, sur une plage en Thaïlande, avec les détails, et cetera. Donc ça, c'est hyper important pour moi, cette première séance, pour avoir toutes ces ressources-là, pour que ce soit ultra personnalisé pour la maman. Et ensuite, à la fin de la première séance, on fait toujours des petits exercices de découverte de la sophrologie, donc 2, 3 exercices de base qui servent juste à se détendre, pour découvrir. Et si elles connaissent déjà, bah, au moins elles repartent détendues. Et puis ensuite, j'envoie le parcours personnalisé par mail. Elles ont tout le détail de leur séance et on se voit régulièrement. Et chaque séance dure 1 heure. Et en fait, pendant 1 heure, bah, au début, on parle 5 minutes pour savoir, l'état d'esprit du moment, s'il y a des douleurs, comment ça se passe au niveau de la grossesse, et cetera. Ensuite, on pratique les exercices. On en a 5 à peu près par séance. Et à la fin de la séance, on rediscute pendant 5, 10 minutes, si elles le souhaitent, bien sûr, parce que parfois les séances peuvent chambouler, on n'a pas forcément envie de parler. Il y en a qui pleurent pendant les séances aussi, ça arrive, mais c'est qu'il y a besoin de vider des choses. Et tant mieux d'ailleurs, en fait. Vaut mieux que ça arrive à ce moment-là qu'au moment de l'accouchement ou plus tard dans la grossesse. Ça sert à ça. Et donc on discute un petit peu à la fin. Si elles souhaitent échanger, on échange sur comment elles ont vécu la séance, sur ce que ça leur a apporté ou non, parce qu'on n'est pas, que dans le positif, hein. Elles peuvent très bien dire aussi que, elles n'ont pas aimé la séance, ou que tel ou tel exercice a été plus compliqué ou plus douloureux. Voilà, l'essentiel, c'est de cheminer vraiment et de pouvoir, prendre conscience de ce qui se passe pendant la séance. Et donc à chaque séance, c'est comme ça, 1 heure, beaucoup de pratiques, beaucoup d'exercices et quelques échanges.
C'est intéressant. Tu dirais qu'une femme qui est enceinte, elle vient plus pour la grossesse en soi ou pour préparer son accouchement ou peut-être même son postpartum? C'est quoi que tu vises, en plus en détail? Alors moi, celles que j'ai, elles viennent surtout pour préparer l'accouchement. Le postpartum, c'est encore compliqué en France, hein. On vient pas trop préparer son postpartum, c'est pas encore vraiment dans notre culture. J'espère que petit à petit, ça va évoluer. D'ailleurs, moi, je fais une formation spécifique au postpartum là, à partir du mois prochain, pour justement encore mieux les accompagner en postpartum. Mais on a quand même encore du mal à, bah, prendre du temps déjà pour soi en postpartum. C'est souvent très compliqué de par les modes de garde, les congés parentaux en France qui sont très courts, etc., etc. Donc accompagner en postpartum, prendre 1 heure toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour soi, même si elles en ont très envie, c'est très compliqué. Donc elles viennent plus me voir pour préparer l'accouchement, et souvent, elles viennent un peu tard. C'est Oui, il important faut quand même combien de de temps il ouais. faudrait, tu vois, de sessions pour vraiment bien, être préparé, quoi? Parce que c'est vrai, on peut se dire: «Oh, tiens, si je me préparais, avec la sophrologie pour mon accouchement, je suis enceinte de 37 semaines». C'est peut-être un petit peu tard. Mais oui, Que c'est tu ça. dirais que C'est c'est que à partir de souvent, quand, ouais? franchement, je te le cache pas, hein. Ouais, je te le cache pas que souvent on me contacte: «Ah bah, je suis dans mon 8e mois, mon 9e mois, je voudrais faire de l'hypnose, de l'auto-hypnose». OK, alors ce que je demande toujours, c'est: «Est-ce que tu en as déjà fait?» Parce que si tu connais déjà, forcément, ça va un peu plus vite. Mais souvent, c'est des femmes qui connaissent pas du tout. Alors ce que j'aime dire, c'est que quand même, je rappelle toujours, c'est pas magique, hein, ces méthodes. Il faut pratiquer un petit peu. Moi, je peux pas garantir, que déjà ça va fonctionner pour vous parce que c'est vous qui faites, mais c'est pas magique non plus. C'est pas avec une séance de sophro ou d'hypnose, ou d'hypnonaissance qu'on accouche sans douleur, et rapidement et cetera, hein. Donc l'idéal, c'est quand même de commencer autour du 6e mois, à raison d'une séance tous les 15 jours, 3 semaines. Grosso modo, moi, mes sophromamas, elles font, alors ça dépend des problématiques, mais elles font entre 7 et 12 séances. Voilà. C'est un budget aussi, hein, il faut le dire quand même, parce que évidemment, c'est pas des pratiques qui sont remboursées par la sécurité sociale, mais qui sont remboursées par certaines mutuelles, par contre. Donc ça, c'est intéressant de le savoir aussi. On peut se faire offrir aussi, bien sûr, ces séances. Ça, Mmh. c'est toujours le bon Oui, sur cadeau, moi, je la trouve. Oui, oui, pour sur la offrir. liste de naissance, c'est Mais oui, peut-être, même plus important que certaines choses qu'on met des fois parce qu'on sait pas mais quoi mettre. oui, c'est ça. Ou tu sais, c'est comme on offre un massage pour une femme enceinte, et ben, on peut offrir 1 ou 2 séances de sophro. Là, récemment, j'ai un groupe de copines qui a offert une séance de sophro relax, donc c'est de la relaxation, à une femme qui a accouché il y a pas longtemps. Euh, Bah, je Mmh. trouvais ça super beau, en fait, comme cadeau. Donc Ouais. du coup, voilà, on peut en tout cas se faire offrir les séances. Donc entre 7 et 12 en fonction des problématiques. Donc généralement, si on veut prendre son temps, parce qu'on a tous des emplois du temps un peu chargés, 6e mois, c'est bien pour débuter. Et sachant que moi, je termine toujours les accompagnements, dans l'idéal quand même, 3 semaines avant la date de terme. Parce qu'on ne sait jamais quand le bébé il arrive. Euh, la preuve, hein, moi, le deuxième, il est arrivé 20 jours avant quand même. Donc, c'est bien pour qu'elles aient évidemment tous les outils de terminer quand même 3 semaines, 1 mois avant, c'est confortable comme ça, elles ont tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est l'idéal. Après, quand elles me contactent, quand elles sont au 8e mois, parce que bah, elles sont en congé maternité à ce moment-là, donc elles ont plus de temps, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de resserrer les séances. On en fait une par semaine. On ne peut pas en faire autant, mais on essaie de, voilà, de resserrer un petit peu. Et avec certaines, on arrive quand même à faire 5, 6 séances entre le début de leur congé mat et allez, 2, 3 semaines avant la naissance, quoi. Ouais. Oui, c'est bien, c'est le bah, tu vois, tu pourrais l'appeler les séances express, hein, juste avant, Ouais. juste avant la naissance pour celle-là aussi. Et si je comprends bien, toi, ton approche, ce serait plutôt, voilà, pour accoucher, ben, comme toi, tu vois, naturellement, physiologique, c'est ce que tu connais. Hem, Tu me parlais aussi qu'il y a quand même cette femme, par exemple, qui aimerait accoucher avec une péridurale. Est-ce que tu accompagnerais aussi, les mamans qui se préparent à une césarienne programmée? Est-ce que ça peut être utile là aussi? Je sais qu'en hypnonaissance, ça peut être utile, voilà, quand même. Est-ce que tu c'est des choses que tu fais aussi? Oui, alors moi, mes
mes sophromamas, elles veulent pas tout accoucher naturellement. J'en ai plein qui lui souhaitent la péridurale et qui me le disent dès le départ. J'en ai beaucoup. Par contre, ce qu'elles veulent, c'est retarder le plus longtemps possible parce qu'elles ont compris quand Mmh. même depuis, quelques années quand même que les sujets autour de la péridurale et de la maternité se développent, que c'était pas forcément bon de la poser à 3 centimètres, par exemple. Donc généralement, elles viennent me voir parce qu'elles veulent retarder le plus longtemps possible. Il y en a, comme je te disais tout à l'heure, pour elles, c'est vraiment une condition parce qu'elles ont des traumatismes au niveau des douleurs, et cetera. Donc il y a pas de souci. Par contre, ce que je dis toujours, que ce soit un projet de naissance avec péri, sans péri, césarienne programmée, moi je les prépare toutes de la même façon, à savoir, je les prépare comme si elles n'en avaient pas de péridurale. Parce que la péri, elle peut ne pas fonctionner, l'anesthésiste peut ne pas être là tout de suite, elle peut vous rendre malade, il peut y avoir un milliard de facteurs qui ne se passent pas comme prévu alors que vous souhaitiez une péridurale. Donc pour moi, c'est hyper important qu'elles se préparent à ne pas l'avoir. Et si elles l'ont pas, tant mieux. Mais si elles l'ont pas, ou s'il y a un souci, et ben au moins elles seront pas démunies en fait. Et bah, pour les césariennes programmées, c'est exactement pareil. Il faut travailler sa confiance. Il faut ne pas paniquer, garder un petit peu sa zénitude parce que ça peut faire peur, hein, c'est une opération. Mmh. Euh, et puis, il faut aussi être dans la douceur aussi de l'accueil de son bébé. Même si on a une césarienne, c'est possible. Heureusement, il y a de plus en plus de maternités et de médecins qui font des césariennes beaucoup plus douces, où on peut sortir soi-même son bébé, pousser aussi quand on a la césarienne, etc. Donc évidemment que toutes ces techniques de respiration, ça aide aussi bien sûr si on a une césarienne programmée ou une césarienne d'urgence. Parce que là, si le scénario de l'accouchement vraiment est complètement différent de ce qu'on imaginait et qu'on part en césarienne d'urgence, eh bien il faut pouvoir ne pas paniquer, rester quand même tranquille, rester à peu près dans sa bulle, même si c'est l'effervescence autour de soi, etc. Tout ça, bien sûr, c'est hyper utile. Ah oui, oui, c'est vrai que là aussi, ouais. Oui, d'essayer de oui, parce qu'après, il y a des fois urgence et urgence. Bon, celle où c'est, il faut partir tout de suite à l'instant, j'imagine que c'est toujours bien de pouvoir se prendre un petit temps, le temps d'aller jusque là-bas, tu vois? De se prendre son petit temps et après celle où c'est souvent quand même la majorité des cas, c'est quand même moins urgent. C'est peut-être, sympa de se faire une petite session là, comme tu disais, cette maman dans la voiture juste avant d'arriver à l'hôpital, ça peut être, ça peut être un beau moment et tu vois, on parlait tout à l'heure du postpartum et de si bah, là, c'était si une maman, elle est enceinte de nouveau, tu vois, de travailler sur un accouchement précédent, c'était compliqué. Si ça commence à se démocratiser, que, tu vois, les femmes viennent après en postpartum, tu dirais, pour quelles raisons, ce sera intéressant de faire la sophrologie en postpartum? Pour moi, en postpartum, le plus intéressant, c'est bah, déjà de se reconnecter à son corps. De se reconnecter à son corps parce que, bah, on vient d'accoucher, alors on a toutes des morphologies, différentes. Hem, on peut plus ou moins aimer son corps, en postpartum, on peut plus ou moins le récupérer, vite, en tout cas retrouver, le poids ou la morphologie que l'on souhaite assez rapidement. Ça dépend évidemment des personnes. Les douleurs aussi, ne sont pas les mêmes en fonction de l'accouchement qu'on a eu. Donc première chose, se reconnecter à son corps. Parce que souvent, quand ça a été compliqué ou même quand ça a pas été compliqué, mais qu'on est quand même, bah, on a la fatigue, hein, corporelle et cetera, ça peut être difficile de se dire: «OK, c'est mon corps et c'est mon ami d'une certaine façon. Ce n'est pas, un ennemi qui m'envoie que de la douleur, des courbatures, des choses compliquées». En plus, quand on a un allaitement, parfois qui peut être difficile à mettre en place aussi, l'allaitement aussi, ça change quand même la physiologie, la physionomie du corps d'une femme. Je pense notamment, bah, à la poitrine qui grossit, donc on a une cambrure qui est différente, une posture qui est différente, donc ça peut engendrer des douleurs. Donc pour moi, c'est important de travailler sur ça, en premier, la reconnexion au corps. Ensuite, la reconnexion à son identité de femme, parce que on devient mère ou on redevient mère une deuxième fois, une troisième fois, etc. Mais dans tous les cas, c'est toujours un petit chamboulement parce que l'organisation de vie, elle change, etc. Et on peut se perdre un petit peu en chemin, ce qui est tout à fait normal, en fait.
Parce qu'en plus, on est dans une société où on nous demande d'être des Wonder Woman, de travailler, faire des enfants, que la maison soit bien tenue, d'être une bonne épouse, d'avoir une vie sociale. Bon, faut faire tout ça, mais il n'y a que 24 heures dans une journée, et souvent on dort pas au début. Oui. Donc il faut faire un petit peu des choix, et voilà, donc se reconnecter à cette identité de femme, à la femme que l'on veut être, ou que l'on veut retrouver. Ça sert à ça aussi, la sophro en postpartum. Et donc, on travaille bien sûr la confiance aussi. Confiance en son corps, confiance en soi. Euh, et quand il y a eu des choses compliquées, la naissance, ou bien si le postpartum est compliqué, l'allaitement est compliqué, là aussi on essaie de se raccrocher, de se reconnecter aux belles choses. Ok, la naissance a peut-être été compliquée, mais ce bébé, bah, je le trouve magnifique, parce que c'est mon fils, parce que c'est ma fille. Ok, les nuits, c'est pourri, en ce moment je dors pas, ça fait 6 mois, ça fait 8 mois, ça fait 1 an. Mais bon sang, ça fait quand même tant d'années que j'attendais d'avoir un bébé. Donc se reconnecter à ces petites choses-là, en fait, qui font, bah, qui donnent de la joie, qui donnent du plaisir, etc. Parce que c'est normal, quand on est dans un tourbillon, on oublie un peu ces choses-là. Ouais, il y a 2 choses qui me viennent là, j'ai envie de te de te parler. Tu vois, la reconnexion à soi, ça je trouve, c'est dur, tu vois, cette phase et je pense que c'est là où je dirais que, bon, de se préparer à l'accouchement pour justement préparer à que ça se passe mieux après, c'est déjà pas mal. Mais une fois que tu es là-dedans, tu vois, si je pense à moi, j'étais quelqu'un, ensuite j'étais quelqu'un avec mon travail qui était quand même assez important, ensuite quelqu'un avec mon travail et avec mon compagnon et après mère qui prend toute la place de tout le reste, tu vois? Et c'est dur quand même de se mettre, dans de ce rôle et de se dire: «Ben, moi, j'existe plus trop, mon couple, il existe plus trop, mon travail, il existe plus» et en fait, il y a que ça. Mes nuits, elles sont compliquées, tu vois? Est-ce qu'il y a des petits exercices qu'on peut faire aussi quand, tu vois, tu dis: «On n'a pas dormi de la nuit» et que, comment on fait à survivre la journée? Comment on fait pour pas, s'en prendre à ses enfants parce qu'ils y sont pour rien? Enfin, oui, c'est eux qui dormaient pas, mais ils y Mmh. sont pour rien qu'on se sent comme ça et cetera et puis, après on va se dire: «Bah, tu as fait le choix d'avoir des enfants, oui, mais j'aimerais bien être moi aussi, j'aimerais bien être», tu vois? Et on a le Ça droit prend d'être du temps fatigué. et d'accepter ouais, et en plus et on a le droit de se plaindre. On n'a pas demandé des On a le droit, des solutions. c'est pas parce qu'on a décidé de faire des enfants, oui, que c'est tout le temps cuit les petits oiseaux, voilà, hein. C'est ça Ouais. et ouais, tu vois, c'est se dire, bah, déjà tu vois, toi, tu as l'expérience un peu plus loin que moi, de se dire, tu vois, ça dure pas non plus, ces nuits sans fin, ça dure pas ce moment où, en fait, tu es qu'une mère presque et comment remettre un peu de soi, tu vois, dans sa vie, de prendre ce temps, quoi. Ouais, c'est vraiment une problématique, enfin, j'ai pas de réponse, toute faite, hein, honnêtement, parce que moi aussi je traverse ça, hein. Mon fils, il a 16 mois, donc je suis en plein postpartum, et clairement, je ne vais pas te cacher que j'ai vécu des mois compliqués, où moi-même, malgré toutes les techniques que je peux avoir et cetera, moi-même j'étais, bah, un peu paumée, en fait. Alors, les 2 choses en tout cas qui moi m'ont aidée. La première, c'est de beaucoup échanger avec mon compagnon, avec son partenaire, voilà. Je trouve que c'est essentiel de beaucoup communiquer parce qu'on est tous les 2 crevés. La nervosité évidemment, elle augmente, elle augmente, elle augmente, donc on peut péter des plombs, c'est encore une fois, c'est normal. Le sommeil, c'est le nerf de la guerre, hein, donc quand on est fatigué, bah, parfois on se reconnaît pas forcément. C'est normal aussi, il faut le savoir déjà. Parce que quand on devient mère la première fois, parfois on a des comportements liés à la fatigue. On se dit: «Waouh, mais je suis folle» ou «D'où ça sort?» et cetera. C'est normal, c'est juste fatigué, il faut se reposer. Donc première chose, je pense, c'est déjà d'avoir une bonne communication avec son partenaire, pour essayer, d'aménager soit des temps, voilà, bah, «Moi chérie, je suis trop fatiguée, donc là, il faut que tu te débrouilles pour, pas aller, je sais pas, dans ton truc de sport ou rentrer plus tôt ce soir parce que moi j'ai besoin de sortir, d'aller boire un verre avec une copine ou juste d'aller me balader ne serait-ce qu'un quart d'heure, de faire un tour de pâté de maison, mais tranquille, sans bébé, juste moi». Voilà, ça passe aussi par des petites choses.
On n'est pas obligé de se prendre tout de suite 1 heure pour faire une séance de sophro ou 1 heure pour se faire un massage ou quoi. On peut aussi se dire: «OK, là je pars juste 15 minutes faire un tour de pâté de maison à pied avec, un podcast, de la musique ou appeler une copine, mais je sors de chez moi, je prends l'air, juste un quart d'heure». On peut commencer par des petites choses parce que c'est vrai que souvent je constate que, on se dit, «Oui, j'ai envie d'avoir un week-end entier pour moi, voire, une semaine entière», hein, quand on a plusieurs enfants. Bah, il faut commencer par, ce qui est accessible. Donc un petit quart d'heure déjà, c'est Ouais. bien. Après si on peut faire une demi heure, 1 heure, c'est bien. Le faire régulièrement, c'est bien. Et pendant ces petits temps, et bien de prendre justement ces techniques qu'on utilise, donc respiration, exercice d'évacuation. On fait beaucoup d'exercices où on évacue en sophrologie parce que, il faut toujours évacuer avant de se détendre. C'est comme les enfants, si on leur dit, «Mais calme-toi, calme-toi», alors que ce sont des piles électriques, il faut d'abord qu'ils se déchargent complètement avant de redescendre en pression. Nous, c'est pareil. Donc on fait des petits exercices de sophrologie qu'on apprend pour se décharger. Ça prend 5 minutes un exercice de sophro. C'est pour ça que, pour moi, c'est très adapté, hein, au quotidien à la fois de femme enceinte et de maman. Il y a des mamans qui reprennent le travail. Ce qu'elles font, c'est qu'elles vont aux toilettes. Pendant 5 minutes, elles font un petit exercice pour évacuer. 5 minutes de respiration et elles retournent à leur bureau et ça va mieux. Donc parfois, c'est pas grand-chose. Faut pas tout de suite se Mmh. mettre une montagne, se dire, voilà, j'ai besoin d'un week-end. Oui, on a toutes besoin d'un week-end entier avec des copines ou juste avec notre mec. On va commencer par le petit quart d'heure, c'est déjà bien. Ouais, bah, tu vois, justement, là, je voulais te demander par rapport au retour au travail, de Mmh. laisser son enfant, à quelqu'un pour la première fois, ça peut être, des fois compliqué sur plusieurs semaines. Est-ce que là aussi, tu vois, tu peux faire quelques exercices, comment ça pourrait être utile? Oui, 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 tout à fait. Parce que, alors, laisser son enfant, bah oui, c'est vrai que c'est une vraie problématique, d'autant qu'en France, on les laisse hyper tôt, enfin 2 mois et demi, mais c'est tellement jeune, Mmh. les femmes qui travaillent en crèche, souvent, elles disent: «Mais c'est trop jeune», en fait. Bon, Ouais. il se trouve que c'est comme ça. Si on a la chance de pouvoir prendre un congé parental, ou avec son entreprise, il y en a de plus en plus qui font des congés allaitement, qui permettent d'allonger un petit peu, le congé maternité, bah, déjà, c'est top. Parce que déjà, soit, en fait, on est, plus sereine. Moi, je sais que mes enfants, ils sont rentrés en crèche à 6 mois pour ma fille et 5 mois pour mon fils et pour moi, c'était parfait. C'était ce moment-là qu'il fallait. Voilà, pour moi, en tout cas, c'était ce qui était bien. Il y en a, hein, qui ont pas de problème à les remettre plus tôt. Bon, je constate quand même généralement que 2 mois et demi, c'est dans la majorité des cas, c'est on a quand même un petit pincement. On n'a pas le choix, mais on a Mmh. quand même un pincement. Donc ce qu'on fait, c'est que déjà, on travaille sur soi. Il faut toujours travailler sur soi. Si toi, tu es sereine, si toi, tu es confiante, ton bébé, il va le sentir. C'est exactement comme pendant la grossesse. Donc il va sentir cette confiance. Moi, par exemple, ma fille, bon, bah, elle a fait sa rentrée là ce matin, elle est allée à l'école sans problème. Alors l'année dernière, c'était sa première rentrée à l'école, donc le gros changement, on passe de la crèche à la maternelle, il y avait plein d'enfants qui pleuraient, qui étaient trop accrochés à leurs parents. Mais moi, la mienne, elle était, trop contente. Mais parce que pendant des semaines, on lui a vendu l'école en mode: «C'est super chouette, tu vas voir, c'est génial». On était très confiants pour elle. Évidemment qu'on avait ce petit pincement au fond de nous de se dire: «Oh, notre bébé rentre à l'école». Mais en même temps, on était très contents parce qu'elle devient grande, elle s'autonomise. C'est notre job de parents, en fait, aussi, de les Mmh. amener vers l'autonomie, l'indépendance. Donc on lui a vendu le truc en mode: «Mais c'est génial, tu vas voir, c'est top, l'école, c'est comme ci, c'est comme ça». Donc elle est arrivée, ouh, l'école, c'est Disneyland. Bah, en fait, c'est pareil, on peut faire ça pour la crèche aussi pour un bébé. Et si on lui fait comprendre et qu'il sent que, on est bien en tant que parent, que ça va bien se passer, que regarde, c'est magnifique cette crèche, il y a des jolies couleurs, il y a plein de l'environnement est sympa, regarde, tu peux aller jouer avec ci, avec ça, et qu'on le laisse y aller progressivement, mais déjà la séparation, elle est beaucoup plus facile. Ça commence par soi, en fait, je pense. Après, Mmh. évidemment, il y a le caractère de l'enfant, et cetera. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui commencent par soi, hein. Qu'on soit enceinte ou, ou jeune parent, en fait. Ouais. Ouais, je pense, ouais, je pense que ça doit être vraiment compliqué, j'ai moi, justement, là, j'ai emmené mon fils,
enfin à la crèche après 18 mois, il serait temps. Et il y avait justement ce petit bébé de 2 mois et demi là, ça même moi, tu vois, ça me faisait chaud au cœur. Je me suis dit: «Oh ce petit bébé», qui après c'est sûr qu'on fait comme on peut et comme Bien on veut sûr. aussi, hein. Mmh. Mais je me dis ça doit être quand même difficile, ces petits bébés qui ont besoin principalement de leurs parents au début, quoi. Mais bon, c'est on fait comme on peut. Et je voulais juste revenir sur, tu vois, l'accouchement qu'on disait, s'il est compliqué. Il y a aussi, tu vois, si il s'est bien passé au niveau, je dirais sur papier, tu vois, il y a pas eu d'intervention plus que ça, mais qui s'est pas bien passé au niveau psychologique, soit parce que, on s'est fait crier dessus, parce qu'il y en a qui se font crier dessus, soit parce que, ben, on n'a pas fait partie du processus de décision, même si rien ne s'est, passé vraiment, tu vois, mal, ou on n'a pas été écouté, qu'on m'a dit: «Mais non, là, je vais accoucher», qu'on dit: «Mais non, tu pas dilatée» et tu moi, j'en ai plein des mamans qui me disent, des fois en 45 minutes, elles sont passées de 6 à 10, ou alors, tu vois, tout le monde ressent différemment et tout le monde va, dilater, on va dire, hein, différemment. Donc tu vois, quand ça s'est plutôt mal passé au niveau psychologique, mais qu'il y a pas de, Mmh. parce que des fois, ça peut être presque plus important que s'il y a eu des interventions, tu vois? Oui, bah, en plus, bah, le travail est plus long, en fait, souvent. Quand les traces, elles sont vraiment émotionnelles, psychologiques, souvent, bah, c'est plus long parce que déjà, on s'en rend pas forcément compte. Quand on a mal dans son corps, on le sent tout de suite, Mmh. et même si on veut nier un peu la douleur, bah, en fait, le corps, il ment pas et on retrouve la douleur rapidement. Donc on se sent un peu obligé de faire quelque chose. Alors que quand c'est une blessure émotionnelle, ou voilà, que c'est psychologique, bah, on a tendance à enfouir un peu dans un coin de sa tête et voilà, parce que c'est compliqué, hein, de faire face aussi à ces traumas et cetera. Donc le travail est forcément un petit peu plus long. La première chose, c'est la prise de conscience. Alors prise de conscience, encore une fois, ça peut être, avec une sophrologue, ça peut être avec une psychologue, ça peut être avec les 2, hein. On travaille en complémentarité aussi. Mais je vais te donner l'exemple, bah, d'une de mes sophro-mamas. Donc il y avait eu un premier accouchement, compliqué. Elle voulait un accouchement physiologique naturel, ça s'est terminé en césarienne d'urgence, elle a dû même être transfusée, donc c'était assez lourd au final. Mais après, elle m'a dit, parce qu'on se connaissait, donc après la naissance de son fils, elle m'a dit: «Mais en fait, ça a été. C'était lourd l'accouchement, mais en fait ça va». OK, on se revoit pour, son deuxième bébé, donc enceinte de son deuxième bébé et 1 séance, au vu de ce qu'elle m'avait raconté, pour moi, c'était évident qu'il fallait, comme je te disais tout à l'heure, travailler sur le premier accouchement, évacuer d'une certaine façon, non pas la naissance de son fils, hein, mais évacuer Mmh. les, les choses Le trauma, en fait, négatives, voilà, les émotions négatives qui ont pu être liées à cette naissance. Donc on fait cette première séance, elle était un peu sceptique. À la fin de la première séance, elle était en pleurs. Mais en pleurs de soulagement. Et elle m'a dit: J'ai comme un poids qui là est tombé en fait». Et cette femme, elle avait fait pendant peut-être 1 an, je crois, des séances de psychothérapie avec une psychologue, une psychothérapeute, après son premier accouchement. Donc elle pensait que c'était réglé. Elle pensait qu'émotionnellement, psychologiquement, elle avait réglé ça. Mais quand on a fait les exercices qui sont des exercices un peu corporels où on bouge, mais son corps a parlé avec son mental parce qu'évidemment c'est en lien. Et là, elle s'est effondrée. Et là, en fait, ça lui a fait du bien. Et elle a pris conscience qu'en fait, son travail, tout le travail qu'elle avait mis en place sur son premier accouchement, en fait, n'était pas terminé. Et qu'elle avait encore besoin de travailler certaines choses. Parce que c'est ça qui est intéressant pour moi en sophro, c'est que on travaille à la fois le corps, le mental et les émotions. Et les liens, en fait, entre les trois. Parce que si tu n'es pas aligné entre les 3, ça va pas. Il y a forcément un mmh. truc qui va pas dans ta vie. Donc le but, c'est d'aligner les 3 et de se reconnecter aux 3. Donc elle avait fait son boulot, bah, sur son corps, après la naissance de son fils, OK, avec son kiné, sa sage-femme et cetera. Elle avait fait son boulot avec sa psychologue pendant plusieurs séances, mais en fait, elle avait pas lié le tout. Donc grâce à la séance de sophro,
qu'on a fait un peu les 2, on a lié le corps et le mental et c'est là, en fait, qu'elle a pris conscience de ce qui se passait et de ce qu'elle avait encore à travailler. Tu vois? Pour moi, c'est ça qui est intéressant, ce lien, en fait, entre les 3. Et donc, il faut prendre conscience en premier lieu voilà, de ce qui a été compliqué ou pas, pour après, pouvoir avancer. Ouais, c'est super intéressant, tu piques ma curiosité là. Quel genre de mouvement, tu fais, pendant ces sessions, c'est ça m'intéresse vraiment de savoir. Ben, ça va être tout simplement un mouvement, j alors un mouvement, par exemple, où tu vas, avoir les bras tendus le long du corps, serrer très fort les poings et imaginer que dans tes poings, heu, tu serres des poids, tu sais, des poids de musculation, par exemple. Tu serres ça très, très fort et tu tends tes bras et tout simplement avec la respiration, tu vas faire un mouvement comme ça où tu vas pomper les épaules de haut en bas en ayant les bras, tendus et en serrant bien, tu vois, les poings. Tu inspires et tu fais ça, alors plus ou moins rapidement et puis au bout d'un moment, tu relâches tes poids et là, tu ouvres les mains, tu lâches les poids symboliquement et tu souffles. Voilà. C'est ce genre d'exercice qu'on va faire. On va le faire plusieurs fois, on va le faire les yeux fermés, on va y rajouter des petits mantras, etc. Des pauses pour bien réfléchir sur ce qu'on ressent, etc. Donc c'est aussi des exercices en sophro qui sont très symboliques, mais Ouais, qui chaque mouvement en fait a son importance. donc là, On ce fait pas du serait sport, hein, je te si je rassure. comprends non. Donc là, si je comprends, ça serait, ben, lâche, tout ce qui te sert pas, tout ce qui est lourd. Ça C'est serait oui, super si tu prends intéressant. cette symbolique des poids, ça va être le poids de cette première expérience. Tu peux aussi décider de serrer très fort dans tes mains des sacs poubelles et de mettre dans ces sacs poubelles toutes les émotions négatives liées à un premier accouchement compliqué. Ça peut être la frustration, ça peut être la colère, la panique, l'angoisse, le stress. Tu places tout ça dans le sac et puis tu tiens fort tes sacs. Tu fais le mouvement et avec la respiration, évidemment, très important, on jette symboliquement tout ça. Et comme on fait ça les yeux fermés, concentré dans un environnement calme, on travaille énormément sur son mental en même temps, en fait. Les deux, tu vois, Mmh. sont liés, en fait. Ouais, ouais, en fait, c'est bien parce que tu me montres la sophrologie vraiment d'une façon que j'avais pas pensé, tu vois? De ce que j'en comprends moi, c'est vraiment de travailler vraiment en amont toutes ces choses qui nous servent pas, qui nous retiennent un petit peu Oui, pour vivre la meilleure expérience de la grossesse, de l'accouchement, de son postpartum, de toutes ces changements dans la vie, quoi. c'est C'est, exactement ça. Et puis surtout de pouvoir laisser la place, quand on parle donc d'une deuxième, troisième grossesse, etc., de laisser la place à cette nouvelle grossesse, laisser la place à ce nouveau bébé. Et puis souvent, tu vois, on en parlait tout à l'heure, quand c'est un deuxième, troisième bébé, etc., on a moins de temps. Donc le fait de prendre une mmh, heure pour soi, et ben souvent, les mamans, elles me disent, ah, mais là au moins, bah, c'est mon heure aussi avec mon bébé, avec ce bébé-là. Parce qu'après, bah, je rentre chez ouais. moi, j'ai le tunnel du soir à gérer avec les plus grands, etc., etc. Donc c'est un petit cocon aussi pour faire de la place à ce bébé-là. Mmh. Oui, oui, c'est vrai que c'est super important de prendre le temps, parce que ouais, c'est ça la première grossesse, on est là, on profite, on peut faire des siestes, on peut faire tout ça, on peut aller se coucher Ah oui, tôt, mais c'est bien la après première. la première est bien. Je voulais te demander aussi si, tu vois, tu parlais de conception au parcours PMA. Est-ce que tu as par hasard des mamans où, bah, justement un premier bébé ça s'est passé et le deuxième il tarde, il arrive pas à arriver? Est-ce qu'il y a des blocages là-dessus, que tu aurais déjà eu, l'expérience? Peut-être toi aussi, je sais pas. Tu vois, pourquoi celui-là ne vient pas alors que l'autre d'avant ou les autres d'avant sont arrivés assez facilement, tu vois? Alors, j'ai pas eu ce cas de figure, je vais être honnête avec toi, j'ai pas eu ce cas de figure, tu vois, l'année là qui vient de s'écouler. Et moi-même, ça a été, plutôt rapide aussi, donc je vais pas pouvoir répondre forcément à cette question-là, mais comme tu dis, il y a forcément des petits blocages à travailler au-delà de, faire le petit check-up, médical pour voir si, bah, Mmh. si tout va bien, voilà, si on n'a pas de soucis de santé et cetera. Hem, Ce qui est quand même souvent le cas, hein. Donc c'est qu'il y a quand même des choses à travailler au niveau du mental.
Donc pareil, même conseil, soit passer, ouais, par de la sophro, par de l'hypnose, par, une psycho, parce que les blocages, on ne sait pas forcément où ils se logent. Et Mmh. après, il faut choisir aussi la méthode qui correspond le plus, hein. Moi, j'ai des clientes qui ont essayé l'hypnose, même s'il y a des similitudes, tu vois, dans les techniques, mais ça leur plaisait pas. Donc elles ont préféré la Mmh. sophro. Et puis après, il y a aussi le praticien ou la praticienne qui joue, bien sûr, hein. Ouais. Moi, j'en ai quand même eu 2 ou 3 cette année qui avaient déjà fait de la sophrologie, qui avaient pas forcément aimé. Et puis j'ai réussi à les convaincre en leur disant: «Mais avec moi, tu vas voir, tu vas aimer». Tu Et vas c'est comme ça qu'on accrocher. voilà, c'est comme ça qu'on construit un lien aussi. Et puis, bah oui, ce sont devenues des Mmh. clientes parce que du coup, l'approche leur a plu. Enfin, il y a et la méthode et le praticien, tu vois, qui est important. Tu vois, tu disais, des fois, on ne sait pas où il est le blocage. Mmh. Donc ça, c'est toi, tu vas approcher peut-être d'une façon il y a un blocage, d'une façon un peu générale et puis est-ce que c'est leur ressenti et tu vas trouver peut-être où il est ou c'est elles qui vont trouver où il est ce blocage? Comment ça se passe ça? Parce que c'est Alors vrai, non, des fois, on ne sait pas. ouais, ça, c'est vraiment elle, parce que pour moi, ça, aller trouver quel est le blocage, c'est le travail, d'un psychologue, c'est pas moi, mon travail. Mmh. Moi, je suis pas là pour, leur dire, bah, ça remonte à tel truc et cetera. Heu, Lors de la première séance, évidemment, qu'on fait un petit, un questionnaire, comme je te disais, pour, vraiment bien comprendre le contexte. Donc moi, j'arrive à comprendre des choses, pointer certaines choses du doigt et c'est comme ça que je construis mes séances. Mais par contre, quand j'ai un doute, je leur dis: «Peut-être que le blocage vient de là, mais pour ça, on va essayer de le travailler en séance, mais par contre, si tu veux aller plus loin sur comprendre pourquoi ce blocage il est là, d'où il vient et cetera, va voir un psychologue». Parce que ça, pour le coup, c'est pas mon travail à moi, de vraiment d'analyser et de chercher, en fait, le pourquoi. Moi, je cherche pas le pourquoi. Une fois qu'il est à peu près là, le blocage, on cherche plutôt à le gérer, à l'évacuer, à le transformer en positif, tu vois? Mais souvent, bah, soit elles font ce travail, elles vont voir un psychologue, soit en fait elles cheminent un peu toutes seules aussi. Parce que après les séances, mine de rien, tu gamberges un petit peu et c'est normal, hein, la sophrologie, c'est ça, c'est aussi, la personne, elle fait tout toute seule, hein. Moi, je suis juste là, pour montrer les exercices, leur expliquer comment il faut faire et après elles se les approprient dans leur quotidien, elles les réutilisent, et voilà, elles cheminent elles-mêmes. Elles repensent un petit peu aux choses, puis si elles veulent aller plus loin, encore une fois, moi je les dirige vers un psychologue. Mmh. Ouais, c'est vraiment très, très intéressant. Tu nous as parlé de plusieurs, un petit peu cas de figure. Est-ce que tu en aurais un vraiment qui t'a marqué? Peut-être que c'est une maman qui a accouché et que ça s'est passé enfin, elle t'a fait un retour qui t'a vraiment marqué et que voilà. Est-ce qu'il y en aurait une? Tu as envie de C'est dur! nous en parler? Ouais. Ah ouais, c'est dur d'en choisir une. Franchement, je pourrais pas en choisir une. Non, honnêtement, je peux pas en choisir une, c'est beaucoup trop compliqué, les expériences sont tellement différentes. Non, par contre, ce que je retiens, c'est que dernièrement, j'en ai eu plusieurs, bah, c'était au mois de mai-juin parce qu'il y a toujours un boom des naissances à ce moment-là. Mmh. Donc il y en a plusieurs qui ont accouché évidemment en même temps. J'en ai eu plusieurs qui, partaient sur un accouchement physio, qui s'étaient évidemment préparés pour ça et dont le scénario a complètement changé. Ça n'a pas du tout été le cas. Parce qu'évidemment, comme on construit, quelque chose ensemble, on a un lien, souvent, elles ont la gentillesse de me faire le récit de leur accouchement après, que ce soit par message, Oui. par mail ou même par téléphone pour certaines. Moi, j'adore ça, hein, franchement, elles sont pas obligées, hein, mais j'adore ça. Et du coup, quand je reçois leur récit, donc pour celle-ci, il y en a eu au moins trois quatre comme ça au mois de mai-juin. Donc le scénario change complètement. On part sur un truc plutôt médicalisé alors qu'on voulait, de la physio. Hem, mais en fait, elles ressortent avec un super vécu d'accouchement. Et c'est ça qu'elles me disent souvent, c'est: «Bah, merci parce que malgré le changement de programme, en fait, on était hyper zen, on était plutôt confiants, on n'a pas paniqué, on s'est adapté et du coup, bah, la naissance, même si c'était pas exactement comme on l'envisageait, bah, en fait, je l'ai bien vécu». Et pour moi, c'est le plus Mmh. important, en fait. C'est pour ça que je les prépare toutes.
à ne pas avoir de péri. Parce que comme ça, au moins, ça dans tous les cas, en fait, tu peux t'adapter. Tu veux pas de péri, finalement, tu en as une, voire tu pars en déclenchement, césarienne et cetera, tu t'adaptes. Tu veux une péri et finalement tu peux pas l'avoir et cetera, tu t'adaptes. Et donc pour moi, c'est ça, c'est les cas les plus, alors évidemment, je suis hyper contente quand c'est des couples hypnonaissance qui, vont au bout du projet hypnonaissance. Là, je suis ravie, mais ceux qui arrivent à s'adapter comme ça et qui, malgré ça, en fait, se sentent bien, ont un bon vécu, on garde en tête une belle naissance, bah, je trouve que là, on a tout gagné, en fait. Parce qu'après, en plus, le Ouais. postpartum, évidemment, est beaucoup plus doux. Quand on a Mmh. vécu un accouchement, on garde un bon vécu de son accouchement. Mmh, totalement d'accord, j'aurais pas dit mieux. Et c'est ouais, c'est vraiment ça, c'est le vécu de bien le vivre, peu importe ce qui se passe. C'est j'ai fait partie du processus de prise de décision, je suis restée, confiante tout le long. C'est moi qui ai choisi ça, j'ai choisi que c'était la meilleure chose pour moi, je l'ai pas subi. C'est vraiment ouais, et comme tu dis, pour le postpartum après en fait, c'est d'avoir été actrice, acteur, de tout son accouchement, quoi et ça fait la différence parce que comme on en parlait tout à l'heure, on peut avoir un accouchement physio et naturel, mais qui n'est pas bien vécu. Il y a ça aussi. Parce que justement, il s'est passé, bon, je ne sais quoi, où on s'est senti, justement, qu'on a subi tout ça parce que des fois, ça va vite et puis on n'a pas le temps de se transformer en mère, en fait et ça peut être, difficile à gérer. Est-ce que tu aurais un message pour, les mamans qui nous écoutent, les futures mamans, pour, faire le petit mot de la fin? Et ben mon message, ce serait de informez-vous. Informez-vous, voilà, écoutez des podcasts, écoutez des témoignages, bienveillants, entourez-vous de bonnes ondes et ayez confiance en vous. Pour moi, c'est le plus important. Voilà, bien s'informer et travailler la confiance en soi. C'est vraiment les 2 clés, je pense, pour bien préparer la naissance de son enfant. Mmh. Je suis totalement d'accord. Alors Amélie, où est-ce qu'on peut te retrouver et qu'est-ce que tu proposes aussi? Parce que je sais que tu as des sessions avec toi, des sessions aussi qui sont déjà, enregistrées, donc on peut, faire tout seul chez soi, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Oui, alors, bah, moi, c'est, sur Instagram, essentiellement, c'est Amélie Sophro Vibes. Mon site internet, c'est sophrovibes.fr et alors ce que je propose, c'est donc, soit un programme vidéo, qu'on peut faire en autonomie, qui est adapté, voilà, toute grossesse classique. C'est un programme vidéo que j'ai tourné quand j'étais enceinte de mon fils. Donc je suis enceinte de 7 mois sur les vidéos, donc on peut très bien faire les exercices, il y a pas de problème, hein, voilà. Donc ça, c'est un programme généraliste pour plutôt bien vivre sa grossesse, pas forcément préparer l'accouchement de manière précise, hein, c'est plutôt pour voilà, bien vivre sa grossesse, commencer à travailler certaines choses. Et ça, on peut le faire en autonomie, vidéo. Et ensuite, je propose des séances, donc en visio, bien sûr, la sophrologie de naissance, ça marche très très bien en visio, pour préparer l'accouchement, tout ce qu'on s'est dit, euh, de l'hypnonaissance pour les couples, voilà, moi je fais ça avec les couples, et ou alors ça peut être en Normandie, bien sûr au Havre, hein, si vous habitez dans le coin, où là on se voit en vrai, euh, et donc ce sont des séances qui durent voilà, 1 heure pour la sophrologie, l'hypnonaissance c'est beaucoup plus long parce que c'est quand même assez spécifique. Euh, et voilà, et donc il y a toutes les infos sur mon site internet. Et puis sinon, bah, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un petit mail ou un message sur Insta. Généralement, je suis assez réactive. J'essaye. On fait comme on peut avec nos enfants. Voilà, c'est ça, exactement. Bah, c'est super, on mettra tout ça en description, comme ça, c'est facile pour, Merci. retrouver, tes coordonnées. Bah, merci beaucoup Amélie, j'ai appris plein de choses sur la sophro, franchement tu me l'as vendu donc voilà, Ah, je je suis je ravie. te Si tu as dis. appris plein de choses, c'est parfait. Ouais, non, je trouve que c'est vraiment super intéressant pour travailler vraiment son mental, et puis voilà aussi, sa zénitude, quand, faut le dire quand même en maternité, il y a beaucoup, beaucoup de brouhaha autour de nous, donc c'est pas mal pour se remettre dans sa bulle, donc merci, de Complètement. m'avoir fait découvrir ça, plus en détail. Bah, merci à toi, Laura. À bientôt. À bientôt.